Le monde doit plus de 300 milliards de dollars, c'est-à-dire 3 fois tout ce que produit l'économie mondiale en un an. Les États-Unis doivent 36 000 milliards, la Chine plus de 18 000, l'Europe 15 000, et ainsi chaque pays ajoute sa propre montagne. Mais à qui doit-on tout cet argent? La dette mondiale est si gigantesque qu'elle a dépassé toute logique d'économie domestique. Si tu dois, il y a quelqu'un qui encaisse. Mais à l'échelle mondiale, tout le monde doit. Alors, qui encaisse? À qui l'argent est-il rendu? Voilà le paradoxe central de l'économie moderne. Le créancier global n'existe pas comme une figure unique ni identifiable. Le récit habituel affirme que la Chine finance les États-Unis, que l'Arabie saoudite prête à l'Europe, que les riches financeront les pauvres. Mais en regardant les bilans réels, on découvre un réseau embrouillé de prêts croisés, où les principaux créanciers des États-Unis sont en fait les citoyens américains eux-mêmes, ou les banques chinoises prêtant à l'État, qui à son tour prête à ses banques, où le Japon achète la dette américaine, tandis que les États-Unis financent la dette européenne et que l'Europe achète des obligations du trésor japonais. C'est un système circulaire, non linéaire, et cette circularité, c'est ce qui le maintient en vie, mais c'est aussi ce qui le rend instable. Dans ce contexte, le concept même de dette commence à perdre son sens. Il n'y a pas de autre à qui l'on doit, il y a une boucle où l'argent prêté est investi, recyclé et prêté à nouveau, comme une roue de hamster financière, toujours en mouvement. Et voici la première faille. Si tout le monde doit et que personne n'encaisse complètement, la dette cesse d'être une obligation individuelle et devient un système structurel. Un système qui n'a plus besoin d'être soldé, mais simplement alimenté. Et s'il cesse de bouger, il s'effondre. Avant les banques, avant l'argent, même avant le commerce tel que nous le connaissons, la dette existait déjà. Pas comme un contrat, mais comme une promesse. Dans un village, si une famille nous prêtait du grain à une autre, elle s'attendait à le récupérer après la récolte. Il n'y avait ni papier, ni intérêt, seulement la confiance. Cette promesse de restitution, et la pression sociale pour la tenir, fut l'un des premiers fils qui ont tissé la coopération humaine. La dette est née comme une solution, un mécanisme pour survivre au décalage entre besoin et disponibilité. Mais cette logique ancestrale a muté avec le temps. Quand les villes ont grandi et que les empires arabes sont apparus, il ne suffisait plus de faire confiance aux voisins. Il fallait des armées, des navires, des fortifications, et personne n'avait assez de liquidités pour tout financer. C'est alors qu'est né l'instrument qui allait tout changer, l'obligation de dette publique. Au XVIIe siècle, l'Angleterre, incapable de financer une guerre contre les Pays-Bas, a créé un système par lequel les citoyens achetaient pas des promesses de l'État, des certificats garantissant le retour de l'argent avec intérêt. Ainsi, l'État a transformé sa dette en produit, et le citoyen en créancier. À partir de là, le mécanisme s'est devenu exponentiel. Les États ont découvert qu'il n'était pas nécessaire d'augmenter les impôts pour financer des projets. Il suffisait de promettre de payer plus tard. La dette a cessé d'être une exception en temps de guerre pour devenir la norme en temps de paix, un outil permanent de financement du pouvoir. Avec l'arrivée du XXe siècle et l'abandon de l'étalon or, l'argent a perdu son adossement physique. Il n'était plus nécessaire d'avoir de l'or dans les coffres. Il suffisait que quelqu'un croie en la valeur de ce papier. La dette n'était alors plus seulement un lien économique, mais une fiction collective fondée sur la confiance. Une promesse sans limite réelle, qui pouvait s'étendre autant que nécessaire, tant que les gens continuèrent d'y croire. Dans l'imaginaire collectif, le créancier est une figure claire, quelqu'un de puissant, avec du capital, qui exige le remboursement avec intérêt. Mais dans la réalité moderne, ce créancier a disparu comme figure concrète. Ce n'est plus un banquier haut de forme, ni une puissance étrangère avec un dossier plein de contrats. C'est un ensemble diffus d'acteurs, d'institutions et d'algorithmes. Une entité sans visage qui prête, encaisse et réinvestit sans relâche. Les États n'empruntent plus à des personnes physiques. Ils le font sur les marchés secondaires, placent des obligations via des enchères électroniques. Et les acheteurs peuvent être des fonds de pension, des banques centrales, des assureurs, des multinationales ou même d'autres gouvernements. Un pays peut s'endetter aujourd'hui et en quelques heures, voir sa dette entre les mains d'un fonds norvégien, d'une banque suisse et d'un algorithme à haute fréquence à Singapour. Et demain, tout aura déjà changé. Cette fragmentation fait des créanciers un réseau d'intérêts impersonnels, où l'argent circule non par volonté politique, mais par incitation financière.
Ce qui importe, ce n'est pas à qui l'on prête, mais à quel taux d'intérêt, avec quel risque et dans quelle devise. La dette devient un actif de plus dans un portefeuille, et le débiteur, même s'il s'agit d'un État souverain, une pièce sur un échiquier de rentabilité. Le plus paradoxal, c'est que les citoyens eux-mêmes font partie de ce réseau. Tes économies à la banque, ton fonds de pension, ton assurance vie, contiennent probablement tous des parts d'obligations d'État. Ainsi, le peuple est simultanément débiteur et créancier. Il finance l'État avec ses impôts et aussi en lui prêtant de l'argent via ses investissements. Ce phénomène a donné lieu à une situation déconcertante. Les États s'endettent massivement, mais les intérêts qu'ils paient ne sortent pas réellement du système. Ils reviennent aux mêmes agents qui ont prêté l'argent, fermant un circuit financier où le flux importe plus que le solde. Et dans ce flux, l'humain se dilue. La dette n'a plus de visage, ni d'histoire, seulement du mouvement. La dette moderne ne circule pas en ligne droite, mais en cercle. Et c'est là sa caractéristique la plus dangereuse et la plus addictive. Le récit classique suggère qu'il y a des pays riches et qui prêtent, et des pays pauvres qui empruntent. Mais aujourd'hui, tous prêtent et tous empruntent. La clé n'est pas de savoir qui doit à qui, mais comment cet argent est constamment recyclé dans un système fermé qui ne tient debout que s'il ne s'arrête jamais. Prenons un exemple réel. La Chine achète de la dette américaine. Mais en même temps, les banques américaines détiennent des positions sur la dette chinoise. L'Europe prête à l'Afrique, mais dépend aussi du financement asiatique. Les fonds souverains des pays pétroliers achètent bien des obligations européennes, mais leur liquidité dépend de la consommation d'énergie, de l'Europe. La circularité est totale. Cette structure n'est pas accidentelle, elle est nécessaire. Dans un système fondé sur la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire non adossée à l'or ou à une valeur tangible, la stabilité dépend d'une foi partagée dans la continuité des flux. La dette est devenue le lubrifiant du système. Si l'engrenage financier s'arrêtait, même un instant, les conséquences seraient immédiates. Panique sur les marchés, chute de l'investissement, effondrement du crédit. Le plus inquiétant, c'est que cette circularité implique aussi une dépendance mutuelle. Si un pays clé cesse de prêter ou de payer, la chaîne se brise. C'est ce qui s'est produit en 2008, lorsque la faillite de Lehman Brothers a paralysé le marché interbancaire mondial. Ou en 2020, quand le Covid a forcé les banques centrales à intervenir pour ne pas arrêter la boucle. La dette n'est donc plus un outil. C'est le système d'exploitation de l'économie mondiale. Mais comme tout système fermé, il vit avec le risque permanent du court-circuit. La question n'est plus de savoir si les pays peuvent payer leurs dettes, mais s'ils peuvent maintenir le mouvement. Car si celui-ci s'arrête, le problème ne sera pas économique, mais existentiel. Les États-Unis sont, de loin, le pays le plus endetté de la planète, 36 000 milliards de dollars. Mais en analysant de près à qui est due cette somme, on fait une découverte inattendue. Plus de 70% de cette dette est détenue par les Américains eux-mêmes. Ce n'est ni la Chine, ni le Japon, ni l'Arabie saoudite qui détiennent le plus de bons du Trésor. Ce sont les banques, les fonds de pension, les assureurs et les institutions américaines. Autrement dit, l'État s'endette auprès de ses propres citoyens et institutions. Comment est-ce possible ? La clé réside dans l'instrument central du système, les bons du Trésor. Quand le gouvernement a besoin d'argent, il n'imprime pas directement. Il émet de la dette sous forme d'obligations. Celles-ci sont vendues sur les marchés financiers et achetées par des investisseurs en quête de sécurité et de rendement stable. Elles sont considérées comme l'un des placements les plus fiables au monde, ce qui en fait un refuge idéal pour les capitaux à faible risque. Les banques commerciales, par exemple, utilisent les dépôts de leurs clients pour acheter des obligations. Les assureurs placent une grande partie de leurs réserves dans ces titres, et les fonds de pension, qui gèrent la retraite de millions de citoyens, consacrent une part significative de leur portefeuille à cette dette publique. Ainsi, l'État finance son déficit avec l'épargne de sa propre population. Le résultat est un circuit fermé. L'État émet de la dette, les citoyens l'achètent indirectement via leurs institutions financières, puis l'État leur paie des intérêts, avec de l'argent qu'il collecte à nouveau par les impôts ou par une nouvelle dette. Il n'y a pas de flux unidirectionnel d'argent qui sort du pays. La majeure partie de cette dette ne quitte pas le système américain, elle change seulement de main. Ce modèle repose sur une prémisse, la confiance.
Tant que les investisseurs croient que le gouvernement paiera ses intérêts, ils continueront d'acheter de la dette. Et tant que cela se produit, le système s'auto-alimente. On emprunte pour payer ce qu'on doit déjà. Et ainsi le cycle continue. En apparence, cela fonctionne. Mais sous cette stabilité se cache un risque systémique. Que se passe-t-il si un jour la confiance se brise? Dans un monde idéal, la dette est contractée pour un objectif précis et remboursée une fois celui-ci atteint. Mais dans la pratique moderne, cela n'arrive plus. Aujourd'hui, les États remboursent rarement leurs dettes arrivées à échéance avec des recettes fiscales ou des excédents budgétaires. Ils émettent de nouvelles dettes pour payer les anciennes. C'est un mécanisme connu sous le nom de rollover ou refinancement, et c'est devenu la norme mondiale. Imaginons qu'un pays doive rembourser 100 milliards cette année. Il ne met pas cette somme de côté, il émet simplement 100 milliards ou plus de nouvelles obligations, avec lesquelles il paie les créanciers précédents. Le système financier accepte cette pratique car, tant qu'il y a de la liquidité et de la confiance, le mécanisme fonctionne. Mais au fond, c'est un schéma de refinancement infini. Cette dynamique n'est pas un secret. Elle a même été institutionnalisée. Les marchés savent que les États ne prévoient pas de sortir de la dette, seulement de la maintenir soutenable, payer les intérêts à temps et continuer à renouveler le principal. Ce qui fonctionne, jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Si les taux d'intérêt montent, si la demande d'obligations baisse, ou si un pays perd sa crédibilité, le coût de ce renouvellement peut exploser. Le problème n'est pas tant la taille de la dette que son inertie. Une fois qu'un pays entre dans ce cycle, en sortir devient presque impossible. Cesser d'émettre de nouvelles dettes implique de payer avec de l'argent réel, c'est-à-dire réduire les dépenses, augmenter les impôts ou couper dans les services. Politiquement, c'est suicidaire. C'est pourquoi, même en période de prospérité, personne ne paie la dette. On la repousse simplement. Ce modèle fonctionne comme une bicyclette. Tant que tu pédales, tu ne tombes pas. Mais si tu arrêtes de bouger, le système s'effondre. Et plus la dette est grande, plus il est difficile de s'arrêter sans tomber. L'ironie, c'est que ce mécanisme, en apparence fragile, a été la colonne vertébrale de la croissance mondiale ces dernières décennies. Il est devenu la façon de financer non seulement les crises, mais aussi le quotidien de la politique économique. Mais la dette non remboursée ne disparaît pas non plus. Elle s'accumule. Et chaque nouveau prêt fait paraître le précédent plus insignifiant, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Car à un moment donné, les intérêts deviennent un fardeau plus lourd que les services que l'on voulait financer. Et là, le système commence à rouiller. Tous les pays ne peuvent pas s'endetter de la même façon. Même si le système financier mondial semble être un réseau d'acteurs égaux qui se prêtent entre eux, il fonctionne en réalité avec des hiérarchies implicites. Tandis que des puissances comme les États-Unis, l'Allemagne ou le Japon peuvent émettre de la dette à bateau, et dans leur propre monnaie, les pays en développement doivent payer des taux bien plus élevés et si souvent s'endetter en devises étrangères. Cela génère une asymétrie structurelle. Des pays comme le Sri Lanka, le Pakistan ou l'Argentine ne contrôlent ni la monnaie dans laquelle ils s'endettent, ni les conditions du marché. Si leur monnaie locale se déprécie face au dollar, leur dette en termes réels s'alourdit. Si les investisseurs perçoivent un risque, ils exigent des taux plus élevés. Et s'il n'y a pas de confiance, il n'y a tout simplement pas de financement. Contrairement aux États-Unis, qui peuvent imprimer des dollars et acheter leurs propres dettes, un pays comme l'Égypte ne peut pas créer de dollars depuis sa banque centrale. La conséquence de ce déséquilibre est un piège. Lorsqu'un pays pauvre accède à des prêts extérieurs pour financer des infrastructures, la santé ou l'éducation, il prend en réalité une charge qui pourrait devenir impayable. Si la croissance économique n'est pas assez forte pour générer les recettes nécessaires au remboursement, le pays entre dans une spirale. Il demande de nouveaux prêts juste pour couvrir les intérêts des précédents. Ce n'est pas une hypothèse. C'est ce qui est arrivé à la Zambie, qui consacrait plus de 50% de ses recettes fiscales au service de la dette extérieure avant de se déclarer en défaut. C'est aussi ce qui se passe dans de nombreux pays africains, asiatiques et latino-américains, piégés dans un cycle où l'accès au crédit ne stimule pas le développement, mais le conditionne. Pour ces pays, la dette n'est pas un outil de croissance, mais un mécanisme de dépendance structurelle. Les décisions budgétaires ne se prennent plus en fonction de priorités sociales ou nationales, mais selon les exigences des créanciers, le FMI, la Banque mondiale ou des fonds d'investissement mondiaux.
La souveraineté économique se dilue, et avec elle, la politique aussi. Ainsi, le système de la dette mondiale ne génère pas seulement des flux financiers. Il définit aussi qui commande et qui obéit. Le cycle de la dette mondiale se maintient grâce à une condition implicite, la continuité. Les investisseurs continuent de prêter, les gouvernements continuent de payer des intérêts, les banques centrales achètent des obligations, et tout semble fonctionner. Mais que se passe-t-il si l'un de ces éléments fait défaut? Que se passe-t-il si, pour une raison quelconque, le système s'arrête? Ce scénario n'est pas théorique. Il s'est produit en 2008 lorsque la faillite de Lehman Brothers a gelé le crédit interbancaire et provoqué le plus grand effondrement financier en 80 ans. Il s'est produit en 2020 lorsque la pandémie a forcé les États à intervenir massivement pour éviter un effondrement total de l'économie. Et cela pourrait se reproduire si, par exemple, les taux d'intérêt mondiaux augmentent trop, si l'inflation devient incontrôlable ou si un défaut massif déclenche la panique. Le système actuel fonctionne comme un organisme hypertrophié. Il a besoin d'injections constantes de confiance. Si les investisseurs perdent foi dans la capacité de paiement d'un pays, ils cessent d'acheter ses obligations. Et sans refinancement, le château de cartes s'effondre. Le pays doit alors choisir entre réduire les dépenses, augmenter les impôts ou imprimer de l'argent. Chaque option entraîne des conséquences politiques et sociales dévastatrices. Le cas de la Grèce après 2008 est illustratif. Lorsque les marchés ont cessé de faire confiance à sa dette, le pays a été contraint d'appliquer des mesures d'austérité extrêmes. Le chômage a explosé, le PIB s'est contracté de 25%, les pensions ont été réduites, les salaires baissés, et le pays a perdu le contrôle de sa politique économique au profit de la Troïka. Tout cela pour ne pas avoir pu refinancer sa dette. Le système actuel n'a pas de marge d'erreur, il n'y a pas de filet de sécurité. La stabilité dépend du fait que tous les acteurs croient maintenant que les autres continueront à jouer. Mais si l'un d'eux doute, si l'un rompt le cycle, l'inertie se perd et la chute s'accélère. Le grand danger n'est pas qu'un pays ne paie pas. Le vrai risque, c'est que soudain, plus personne ne veuille prêter. Car dans un système fondé sur la dette perpétuelle, l'effondrement ne vient pas du défaut, mais de la perte de confiance. Quand un système financier commence à vaciller, la première chose qui se détériore n'est pas l'argent, mais la foi. Et lorsque la foi s'érode, le capital cherche refuge dans ce qui n'a pas besoin d'explication, dans ce qui a une valeur intrinsèque, dans le tangible. C'est ce que nous voyons en temps réel. Tandis que la dette mondiale augmente et que les monnaies fiduciaires perdent de la valeur face aux actifs, le capital intelligent se tourne vers l'or, l'argent, le lithium, l'immobilier stratégique et les métaux industriels. L'or en particulier est revenu au centre du jeu, non parce qu'il remplacera le dollar, mais parce qu'il représente ce que le système ne peut plus promettre, la solidité. Les banques centrales le savent. Rien qu'en 2023, elles ont acheté plus de 1000 tonnes d'or, le chiffre le plus élevé depuis un demi-siècle. Des institutions qui investissaient auparavant exclusivement dans des obligations souveraines diversifient désormais vers des actifs physiques. Même les grands fonds, traditionnellement sceptiques envers l'or à cause de sa faible rentabilité, l'intègrent comme couverture structurelle contre l'inflation et le risque de crise monétaire. Il en va de même pour les matières premières. Le cuivre, par exemple, est devenu le nouveau pétrole dans la course à l'électrification. Et les pays riches en ressources naturelles redécouvrent que la valeur stratégique n'est plus dans les données, mais dans la terre. La guerre du tangible a commencé. Ce changement n'est pas idéologique, il est fonctionnel. C'est la réponse logique à un contexte où la dette ne garantit plus de retour, et où le papier perd du poids face aux minerais, à l'eau et à l'énergie. C'est aussi un symptôme. Lorsque les acteurs les mieux informés du système miseront sur l'or, c'est qu'ils ne croient pas que le système puisse tenir sans turbulence. Il ne s'agit pas d'apocalypse, il s'agit de couverture. Celui qui possède de l'or, de la terre ou des ressources critiques ne dépend pas du fait que le cycle de la dette continue de tourner. Il peut survivre même si le système cesse de pédaler. Revenons à la question initiale. Si tout le monde doit, à qui doit-on? Après tout ce parcours, la réponse est aussi simple qu'inconfortable. Nous nous devons à nous-mêmes, dans un système que nous ne contrôlons pas. Au final, la dette mondiale n'a pas de propriétaire unique. Nous nous devons les uns aux autres dans un système circulaire que personne ne contrôle totalement, mais dont personne ne peut sortir sans provoquer un effondrement.
Ce n'est pas seulement un outil économique, c'est un cadre politique qui conditionne les décisions, limite les souverainetés et distribue le pouvoir de façon invisible. La dette ne se paie pas pour solder les comptes, mais pour maintenir la roue en mouvement. Et tant que cette roue tourne, la question n'est pas à qui l'on doit, mais qui décide si l'on paie ou non, car c'est là que réside le véritable pouvoir.